Marseille-Sénégal, Sénégal-Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM et sur le www.radiogalère.org et sur le DAB+, canal 8C. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30. Venez discuter, dialoguer avec Lamine et Richard au 04 91 08 28 10 04 91 08 28 10. A tout de suite. I love you, baby, my sweet, my lady. You're my girl, sama ndey, sama baby. Sukuram jebolu joy lu ne ñu def ko. Bu ñuy doxaan si lu ne di ko dégg. I love you, baby, my sweet, my lady. You're my girl, sama ndey, sama baby. Sukuram jebolu joy lu ne dinañ ko def. Li ma metti ba tax ma soppi jikko. Def ni ma mel ba noppi ñi fees. Ne la wal ma yewu gën a sadik. Goro tax di kenn soo for léegi. Jël ba ko jëm ko sama digg xol. Bàyyi fa la gët boo xam ne du dañ. Ne la wal ma yewu gën a sadik. Goro tax di kenn soo for léegi. Ñaata yoon la ma wax love you, my baby. Ñaata yoon la ma wax loolu. Xale bi le moom li Yàlla xam doy na. Daf ma gëlëmal ci mbëggeel tuuti des mu rëy ma. Xale bi le moom dafa ne daf ma love. Ndekete lépp lu mu la ma sa wax fen la. Xale bi le xamal ma ni ne ma sama lépp ay. Xale bi le soppi na suma ko romboon ci mbedd bi le def. Bu la góor toppatee ne la bëgg naa la. Xamal ko xol dafa oyof bëgguma nga gaañ ma. Bu la góor toppatee ne la bëgg naa la. Laaj ko bëgg na gis papam di toroxale yaayam. Bu ñuy doxaan si lu ne dinga ko dégg. I love you, baby, my sweet, my lady. Yaa ma gënal sama ndey ak sama baay de. Sukuram jebolu joy lu ne ñu def ko. Bu ñuy doxaan si lu ne dinga ko dégg. I love you, baby, my sweet, my lady. Yaa ma gënal sama ndey ak sama baay de. Sukuram jebolu joy lu ne dinañ ko def. Li ma metti ba tax ma soppi jikko. Def ni ma mel ba noppi ñi fees. Ne la wal ma yewu gën a sadi. Goro tax di kenn soo xor léegi. Jël ba ko jëm ko sama digg xol. Bàyyi fa la gët boo xam ne du dañ. Ne la wal ma yewu gën a sadik. Goro tax di kenn soo xor léegi. Ñaata yoon la ma wax love you, my baby. Ñaata yoon la ma wax loolu. Bu ñu bëggee dem tegal lu metti. Yow it boo leen jekkoo teg tegal lu sadik. Bu ñu bëggee dem tegal lu metti. Yow it amal fulla. Waaw waaw bàyyi ko. Ndax moom xamul sa njëg. Oh bàyyi ko. Merci beaucoup Richard. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous jusqu'à 12h30 pour dialoguer, pour échanger, pour discuter, pour débattre. Voilà, mais aujourd'hui, un peu moins de politique, voilà, parce que tout simplement, on a un jeune avec nous, Grace Toulomba, qui est notre invité. Nous allons essayer de découvrir son livre, Le voyage de toute une vie, au moins durant la première heure et puis la dernière demi-heure. Donc, si vous voulez, on peut discuter de l'actualité donc politique, footballistique. Ah oui, à la Fédération sénégalaise de football, donc toutes les candidatures commencent à tomber. Donc, ce sera le 7 août pour le nouveau président de la fédération. Soit Augustin Senghor va rempiler, soit il va être remplacé. Et puis, j'ai eu beaucoup d'informations, comme vous le savez,
l'émission, le podcast part partout. Donc, j'ai parlé du stade, de Diamniadio, tout ça. Et comme vous le savez, j'ai des informations qui arrivent. Dès que le podcast arrive au Sénégal, les gens commencent à donc, envoyer des informations. Apparemment, il y aura pas un défibrillateur, mais il y aura des défibrillateurs au niveau du nouveau stade donc, de Diamniadio. Quand même normal, ce stade a coûté 152 milliards de francs CFA. Excuse-moi de te couper, mais en parlant de podcast sur YouTube, la page, le plateau du Sénégal Marseille va bientôt atteindre les 400 abonnés. Donc, je t'invite à encore faire la promo pour qu'on aille encore un peu plus loin. Eh bien, écoute, moi, je te dis tout simplement bravo parce que c'est toi qui alimente, c'est toi qui y es. En tout cas, bravo, Richard, pour tout le travail que tu fais. Et bravo aussi vraiment pour toutes les personnes qui nous suivent. Ils sont de plus en plus nombreux. Et beaucoup aux États-Unis. Voilà, donc nous avons une grande communauté, on va dire afro, en tout cas aux États-Unis qui nous suit beaucoup. Et puis notamment notre capitaine, ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de basket au Canada, donc dans l'Amérique du Nord aussi, nous avons du monde. Et puis voilà, ça s'agrandit. En tout cas, ça fait plaisir de savoir que vous êtes avec nous parce que si on est là, c'est parce que vous êtes là. Et vous êtes aussi très nombreux dans l'ombre à inonder nos WhatsApp, les messages. Mais comme je vous le rappelle, le 04 91 028 10 marche très bien. Donc, vous pouvez nous appeler. Et tonton Ibou Mbaye depuis le Sénégal, et donc, voilà, on reviendra à la fin pour parler des défibrillateurs. Et pour les amoureux du foot aussi, Richard, un match d'anthologie ce soir. Brésil contre l'Argentine. Il faut tout simplement se réveiller, ce sera à 2h du matin. Mais bon, on aura le temps peut-être de parler de tout cela, et puis du Sénégal, de Ousmane Sonko, de Macky Sall, comme d'habitude, etc. Mais Richard, pour commencer, le temps, ça va très très vite. Donc Grace Toulomba est là avec nous et il faut absolument qu'on lui donne rapidement la parole pour que je n'oublie pas, parce que je me suis réveillé à 6h du matin pour lire son livre. Voilà, je le rassure, donc j'ai tout lu jusqu'à la fin. Voilà, j'ai fini, je crois, vers 9h45. Et oui, donc c'est un peu compliqué d'avoir plein de choses à faire. Et quand on veut être sérieux, qu'on a un invité, la moindre des choses, c'est de savoir de quoi on parle. Bonjour Grace. Alors, très bien. Merci en tout cas pour l'invitation. Ça fait plaisir. C'est normal. En tout cas, c'est normal. Vous avez un livre vraiment qui détonne. Oui. Un livre vraiment extraordinaire. Et vraiment, ça a été captivant. Richard, il n'entend pas beaucoup. Si tu peux... Ah, il peut le régler. Oui. Du coup, Richard, attendez, le technicien est là, il sera là. Donc voilà, comme je vous disais, le plateau du Sénégal aujourd'hui sera transformé en plateau du Congo, le plateau de Kinshasa, car Grace Toulomba nous vient directement donc du Congo. C'est un jeune immigré, descendu par hasard à Marseille, comme il l'a dit. Oui, je vais lui laisser donc nous le raconter. En tout cas, moi j'ai été conquis par votre livre qui a été rocambolesque. Merci beaucoup. Étonnant, mais vraiment détonnant, et ça fait plaisir. Oui. Donc tout naturellement, la première question, pourquoi avoir pensé écrire ce livre autobiographique? Alors, l'idée de ce livre, en fait, c'est arrivé lorsque je me rendais dans des établissements scolaires à Marseille. En fait, avec le réseau Éducation sans frontières, nous faisons des interventions communes où nous partons en fait dans des lycées, dans des collèges, parler d'immigration, parler simplement de l'intégration, de l'immigration, des effets positifs que ça peut avoir sur les pays d'accueil. Donc parler de tout ça, échanger avec des élèves. Et en fait, il y a un élève qui m'a interpellé à la fin de cette intervention, qui m'a dit « Mais monsieur, pourquoi vous n'avez pas écrit un livre ?» Et puis finalement, ça a été plus qu'une évidence qu'il fallait que j'écrive quelque chose, qu'il fallait que je laisse une trace, parce que c'est bien d'intervenir auprès des jeunes dans des collèges et lycées, et même voire dans des facultés, mais il n'y avait pas finalement une trace de tout ce que je disais, de tout ce que j'avais pu vivre auparavant. Donc du coup, je me suis dit, bah, voilà, pourquoi pas, ils ont raison, pourquoi pas laisser une trace et donc écrire un livre sur ce parcours, ce drôle de parcours. Donc du coup, c'est ça, donc c'est né comme ça, ce rêve en quelque sorte. Et puis après, il y avait aussi cette envie-là qui est de faire un peu comme mon père, parce que comme dans le livre, je le disais, je calquais un peu beaucoup ce que faisait mon père. Il était beaucoup à mon image, enfin j'étais beaucoup à son image plutôt, j'essayais de lui ressembler énormément. Et lui, comme il est écrivain et qu'il a écrit plusieurs œuvres, donc du coup je me suis dit, bon, ça serait aussi une manière à moi de me confirmer en quelque sorte et de dire au papa, ben voilà, j'ai réussi à suivre un peu tes pas et de pouvoir faire quelque chose
qui au moins qui ressemblerait à ça. Donc voilà. Bon, on va revenir sur le père parce qu'effectivement, je vois que vous avez un lien particulier avec le papa. On reviendra aussi sur la maman, mais ça ne m'étonne pas. Vous êtes africain en général. En tout cas, culturellement, on est extrêmement proche de nos parents, même si je suis déçu à la fin du livre parce que, bon, on y reviendra. Mais vous vous appelez, enfin, je vais te tutoyer, ça va être plus simple. Voilà, même si je sais que dans votre famille, là-bas, vous vous voyez. C'est ça, vous voyez? Oui, on se vous voyait auparavant. Parce que vous étiez une famille riche. Oui, c'est dans l'idée, c'est que nous étions une famille aisée. Donc forcément, quand on est dans une famille aisée, on avait cette éducation qui faisait que on ne pouvait pas tutoyer des adultes, même si c'était nos parents. Donc c'était le vouvoiement qui était des rigueurs à la maison. Donc c'est-à-dire que papa, maman, c'était vous. Vous pouvez me passer ça. Est-ce que vous m'autorisez à faire ça? Voilà, donc le tutoiement, je l'ai appris en France. D'ailleurs, ça a été un choc parce que du coup, un jour, une de mes sœurs a tutoyé ma mère. Elle nous a regardé, on voyait dans son regard le choc parce que du coup, personne n'était habitué à ça. Parce que du coup, on est arrivé en France. Oui, c'est vrai qu'on continue encore à vous voyer notre mère. Et puis après, avec l'effet d'aller à l'école et de voir d'autres enfants tutoyer leurs parents, un jour, ma petite sœur a tutoyé ma mère et puis... ça a été un choc, donc du coup oui, ça s'est fait comme ça, donc aujourd'hui on tutoie nos parents. Oui. Mais j'ai l'impression que vous êtes tombé de votre piédestal parce que vous viviez dans une grande maison, une piscine, des boys, Richard, les boys, donc on sait les personnels du maison. Le personnel de maison, voilà, il y a même des boyesses, donc voilà. Et puis, d'un seul coup, j'ai vu quelque part que vous étiez dans 40 mètres carrés et vous avez dit que le 40 mètres carrés, c'était tout simplement votre chambre à vous dans la maison. C'est ça. Et en fait, finalement, c'est une leçon d'humilité en fait, que la vie nous a donnée, en quelque sorte, d'apprendre qu'aujourd'hui, vous pouvez tout avoir dans la vie, c'est-à-dire une maison, une grande maison, une famille formidable. Et puis, du jour au lendemain, tout peut disparaître, tout peut... Et c'est pour ça que, en fait, ce livre aussi, c'est quelque chose. D'un côté, il y a aussi ce côté-là de dire aux gens, apprenez à être humble, parce que du jour au lendemain, tout ce que vous possédez aujourd'hui le lendemain, vous pouvez vous réveiller sans. Moi, ma vie a basculé en 8 heures d'avion. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, c'est que en espace de 8 heures, il m'a pas fallu 1 an, 10 ans, 5 ans pour que ma vie change. C'est en espace de 8 heures d'avion et que je suis passé du luxe. Ouais, c'est de cet enfant qu'on sert le petit-déj au matin, qu'on ramène le petit-déj, le petit déjeuner le midi, qu'on ramène le dîner le soir, à celui qui devait aller chercher avec son caddie des plateaux repas au Resto du Cœur ou dans des secours populaires. Donc c'est aussi ça, ce livre, c'est de pouvoir faire comprendre aux gens qu'il y a une forme d'humilité, qu'on doit avoir une forme d'humilité dans la vie parce que on ne sait pas ce que la vie nous réserve et la personne qui est tout en haut peut se retrouver tout en bas et puis la personne qui est tout en bas peut se retrouver tout en haut. Donc c'est aussi ça, ce livre. Une belle leçon d'humilité. Je rappelle à tous nos auditeurs que nous sommes avec Grace Toulomba, écrivain, chef d'entreprise. Donc on y reviendra parce qu'il a des restaurants à Marseille. Il a commencé par un et là on va vers plusieurs. Et puis Grace Toulomba, Grace. Mais Grace, c'est pas votre nom. Non. J'ai vu que grâce est une grâce tout simplement pour... en tout cas, c'est une bénédiction par rapport à Dieu. Alors, parce que j'ai vu que vous avez connu le coma. Oui, c'est ça. Vous avez été même déclaré mort. Alors, dans mon cas, moi, c'est vrai que ma famille, elle est très croyante. Donc, nous croyons énormément en Dieu. Nous sommes une famille hyper pratiquante. Donc, du coup, il y a vraiment cet aspect spirituel qui règne dans la famille. Et c'est vrai que mon premier prénom de base, quand je suis né, quand je suis venu au monde, c'était pas Grace, c'était Rambol. Je pense, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ce prénom, mais en fait, dans le livre, j'explique qu'il m'est arrivé des choses terribles. J'ai été malade pendant plusieurs mois, j'ai été hospitalisé, je suis tombé dans le coma suite à cette maladie. Donc j'ai été pendant plusieurs mois dans le coma, donc suite à la malaria, donc j'ai été hospitalisé. Et à un moment, même les médecins disaient à ma mère, écoutez, je pense que là, il n'y a plus d'espoir. En fait, vu l'état de votre fils, nous, on n'arrive pas. Donc
nous pensons que voilà, il arrive à la fin de ses jours. Et puis, il est arrivé un jour où j'ai été déclaré effectivement mort par les médecins qui s'apprêtaient du coup donc à établir du coup un acte de décès. Et puis, ma mère, c'est pour ça que je mets en avant énormément ce personnage qui est de la maman, parce que Ah oui, on y reviendra. finalement, on se rend compte à quel point une femme peut jouer un rôle hyper important dans une famille. Parce qu'elle elle y croyait jusqu'au bout. Elle a dit non, moi, mon fils, c'est un cadeau du ciel, c'est mon premier fils, je ne veux pas qu'il meure aujourd'hui. Donc, elle est restée là au pied du lit, à prier de tout son corps, à pleurer de toutes ses larmes, donc à dire que non, je ne veux pas y croire. Et donc, finalement, en quelque sorte, si on peut. Je sais que beaucoup d'entre nous ne croient pas forcément au miracle, mais en quelque sorte, ça a été un miracle pour ma mère et pour ma famille. Donc, du coup, grâce, c'est venu un peu comme ça, ce prénom. Et donc, comme mon père voulait quelque chose aussi, il a fait pendant un temps des études aux États-Unis, donc il voulait un prénom américain. Donc, en fait, Grace, c'était comment dire, un bon compromis donc finalement du prénom, et donc du coup ça a été changé, le Rumble a été changé en Grace. Voilà un peu l'histoire de pourquoi je m'appelle Grace. Et puis je vois que l'histoire de Grace vous poursuit, Oui. parce que arrivé à Marseille, j'ai vu que vous avez eu un accident de voiture. C'est ça. Au Congo, vous avez échappé à une fusillade. C'est ça. Où je crois que certains ont été tués. C'est ça. Et en plus de cela, vous avez connu la prison à 13 ans. Mm. Mais j'ai l'impression que vous avez 75 ans. Ouais, c'est vrai que en fait, quand on regarde avec beaucoup de recul, bien évidemment, ce que j'ai vécu depuis mes 13 ans, entre le fait que j'ai été emprisonné, le fait que j'ai été malade, et j'ai failli être assassiné avec ma famille, et puis après, ici à Marseille, j'ai eu, comme vous le dites, cet accident de voiture qui a failli me coûter la vie. En fait, oui, finalement, je me rends compte que je porte assez bien mon prénom, et que finalement, je sais que chaque jour quand je marche et que je suis reconnaissant de cette grâce que Dieu me fait à chaque fois de pouvoir être en vie, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, mais chaque jour, quand on se réveille le matin, c'est une nouvelle opportunité pour écrire différemment notre histoire. À chaque fois, moi, je le vois comme ça, en tout cas pour moi. Je me dis aujourd'hui, j'ai la possibilité de me réveiller ce matin, j'ai la possibilité de me réveiller. Dans 2 jours, ça sera lundi. Je vais me dire, ok, j'ai une semaine devant moi qui se présente à nouveau devant moi. Comment je peux écrire mon histoire différemment? Comment je peux faire les choses différemment? Et c'est pour ça que je reste pas toujours fixe à un endroit, parce que je sais que la vie, c'est ça finalement, la vie. C'est les opportunités. On a la chance de pouvoir être en vie, en bonne santé, dans un pays où on peut s'exprimer librement, on peut dire les choses, où on peut entreprendre. Et donc, du coup, il faut saisir ces opportunités-là pour essayer de faire des choses différemment et créer quelque chose et laisser une trace finalement, parce que c'est ça la vie finalement, de venir, être sur terre et laisser quelque chose, laisser une trace. Donc il y a aussi cet aspect très philosophique, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la philosophie, donc voilà. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez eu une licence de gestion. Oui. Vous étiez venu en France, vous étiez sans papier. Oui. Voilà, vous étiez au Collège Longchamp, d'ailleurs que je connais tous les enseignants là-bas parce que je suis délégué donc, des parents là-bas. Ma fille y était. Voilà, et donc du coup, vous n'avez pas lâché. Oui. C'était ça finalement, parce que de toute façon avec ma mère, il n'y avait pas droit, il fallait pas lâcher, parce que l'école, finalement, l'autre jour j'étais chez vos confrères à Paris, on parlait du coup on discutait un peu du rôle du lien, le rôle que joue l'école aujourd'hui en termes d'intégration, en termes d'immigration. C'est hyper important, parce que du coup moi je me suis fait mes premiers amis qui sont toujours à l'heure actuelle mes amis. Je les ai connus à l'école, au collège. Au lycée, on a été au lycée ensemble, et puis on a fait nos études ensemble. Aujourd'hui, l'école joue un rôle hyper important. Moi, donc, quand j'ai été à l'école, fallait pas lâcher, parce que c'était le seul lien social qui existait, qui nous liait en quelque sorte avec la France, parce que nous n'avions pas de papier, on connaissait personne en France, et encore moins à Marseille. Et donc forcément, l'école, c'était ce lien qui nous maintenait un peu avec la République. Donc du coup, il fallait aussi s'accrocher. Et puis, comment dire, on savait très bien que la façon pour nous en sortir finalement, c'était de briller en quelque sorte, d'être parmi les meilleurs et de donner le meilleur de nous-mêmes.
parce que être noir, c'est déjà compliqué. Et être noir sans diplôme, c'est encore beaucoup plus compliqué. Et donc, fallait se donner les moyens. Donc, on n'a pas lâché parce que, de toute façon, maman y veillait à chaque fois. Et fallait être bon. En tout cas, c'est bien Nelson, parce que j'ai vu aussi que après Grèce, vous vous appelez encore Nelson. Oui, Nelson. En hommage à Nelson Mandela. C'est ça. Et je vois que, heureusement, Nelson Mandela avait dit que l'école est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et aujourd'hui, tu lui donnes raison. Mais on reviendra sur son nom, Nelson. Mais je pense que les auditeurs ne comprennent pas. Ils doivent se dire, mais pourquoi ce parcours, ce jeune, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, tout ça, je peux dire, c'est à cause de votre père. Oui. Qui fait de la politique. C'est ça. Et en Afrique, on n'a pas le droit de s'opposer au pouvoir. C'est ça. Mon père, en fait, le papa a créé, a mis en place un mouvement politique pour s'opposer au pouvoir en place. À l'époque, c'était Kabila. Donc, Kabila le fils. Donc, mon père voilà, c'est ça. Il militait dans l'idée. Donc, il voulait parler de la justice, de l'égalité pour tous. Pour dire que, simplement, un Congolais, quand il naît, il n'a pas les mêmes chances qu'un autre Congolais parce que à partir du moment où vous êtes né dans une famille pauvre, c'est fini. Vous savez très bien que vous savez comment va finir votre vie. Il n'y a pas un système d'éducation qui est assez fiable. Donc la chance appartient aux plus riches. Enfin, les opportunités appartiennent aux plus riches. Et donc forcément, il essayait donc de lutter contre ça parce que lui, il était dans une situation où il ne pouvait pas se plaindre donc, parce qu'il avait une situation qui était favorable. Mais pour lui, c'était pas normal que qu'il y ait des enfants ou des personnes au Congo qui ne puissent pas avoir cette opportunité-là. Donc, il a monté un mouvement politique qui voulait donc, qui se voulait donc plus libre et pour défendre du coup les droits des Congolais. Donc, malheureusement, ça n'a pas plu au pouvoir en place. Ça a commencé par des menaces classiques avec des courriers, des choses comme ça. Et puis après, comme lui... Il est très têtu, mon père, un peu. Je pense que j'ai un peu pris de lui aussi. Donc, il est très têtu et donc, du coup, il disait, non, je ne veux pas arrêter, je vais continuer. Et donc, il continuait à faire ça. Et puis après, c'est passé aux menaces physiques. Donc, la première fois, ça a été moi qui sont venus récupérer parce que c'était assez symbolique de prendre le premier fils et le garçon, l'aîné, donc de prendre et de l'amener en prison. C'était assez symbolique. Donc, et je porte encore sur moi des cicatrices de cette agression. Donc voilà, ça créait un espèce comment dire, de panique dans la famille. Et puis ça déstabilisait énormément la famille. C'est ce qu'ils voulaient avoir. Donc, et ça fait que on a dû partir du Congo. Par la suite, on est passé par l'Angola. Mais comme mon père ne voulait pas s'arrêter, il continuait à travers des médias angolais à continuer encore à parler des choses qui se passaient au Congo. Et puis, par la suite, ils nous ont quand même suivis jusqu'en Angola. Et puis, là, ça a été stop. Donc, il fallait qu'il trouve une autre solution parce qu'il savait très bien que lui, en état, il pouvait continuer à parler des choses qui dérangeaient. Mais avec la famille à côté, c'était plus gênant. Donc, du coup, il nous a envoyé, il a trouvé un passeur pour nous envoyer en Suisse. Parce que l'objectif final, c'était la Suisse, c'était pas la France. C'est pour ça que dans le livre, je disais... Je suis arrivé en France par hasard et je suis resté par amour parce que la destination finale, c'était pas la France, c'était la Suisse. Et donc ce passeur qu'on avait payé pour qu'il nous amène en Suisse, et donc finalement, il nous a amené jusqu'en Europe. On a atterri à Bruxelles et puis on a pris un train et direction la Suisse. On est arrivé en Alsace, je crois, c'était en Mulhouse. Et à partir de là, donc le monsieur nous a demandé il gardait sur lui, nos passeports, et en disant, ici on utilise l'euro, donc donnez-moi tout ce que vous avez comme dollar, je vais l'échanger, je reviens. Donc on le faisait confiance, parce que de toute façon, on connaissait rien, donc c'était lui le professionnel en quelque sorte, donc il a pris tout l'argent qu'on avait sur nous, donc il est parti, il n'est jamais revenu. Et je pense, avec du recul, c'est qu'il a subi énormément de pression, lui aussi, du côté de sa famille, donc il savait... Je pense que les personnes qui nous poursuivaient savaient que c'était lui qui nous aidait à partir, donc à s'enfuir. Donc forcément, je pense qu'il a pris peur, donc il a dû lâcher l'affaire à la dernière minute. Donc on s'est retrouvés là, dans une gare à Strasbourg où on connaissait personne. Donc et puis après, il y avait un monsieur, un Malien, qui était là, qui devait faire son service, qui est venu le matin.
Il est arrivé aux alentours de 11h, midi, quelque chose comme ça. Il est arrivé, il faisait son service à la gare et puis arrivé au soir, à 19h30, il devait partir. Et il nous dit, excusez-moi, je vous vois, ça fait plusieurs heures que je passe dans la gare, je vous vois toujours là, vous attendez quelqu'un. On lui explique un peu notre situation en disant que voilà, on avait quelqu'un qui devait nous amener en Suisse et on lui a confié notre argent, qui devait aller l'échanger. Et il est jamais, ça fait plusieurs heures qu'il ne revient pas. Et il nous a dit, mais je suis désolé, malheureusement, cette personne ne reviendra pas parce que le dernier train vient de partir. Donc on s'est retrouvés là avec ma mère et mes sœurs et moi, avec un bébé de 2 mois dans les bras. On ne savait pas où aller. Donc ce monsieur nous a hébergés, ce monsieur Leïta, je me rappellerai toujours de son prénom parce qu'il ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Il nous a accueillis chez lui, il nous a donné à manger. L'hospitalité. C'est ça, c'est comme si nous étions de sa famille. Et ça nous a énormément marqué parce que ce monsieur a pris soin de nous comme s'il nous connaissait. Et donc, il nous a hébergés. Et puis, par la suite, le lendemain, il nous a amenés en commissariat. Et puis, voilà, vous connaissez la suite. D'accord. Je connais la suite, mais les autres ne savent pas la suite. Donc, pour connaître la suite, il faudra aller donc acheter son livre, Le voyage de toute une vie de Kinshasa à Marseille. Justement, vous avez parlé... Richard, on fait une petite pause ? Bon, je pose cette dernière question. Après, on y va pour une pause. Vous étiez au Congo. Oui. Vous êtes passé en Angola, après en Belgique, et vous étiez censé faire escale en France pour atterrir en Suisse. C'est ça. Et c'est là que vous avez été trahi par justement cette personne-là. Et d'ailleurs, justement, allez lire ce livre parce que vous allez comprendre comment ils ont quitté le Congo pour atterrir en Angola, après pour aller en Belgique, avec tout le tralala qui va avec. C'est pour ça que je dis que c'est un livre rocambolesque. Mais bon, pour revenir sur cette deuxième partie, Richard, on va voyager au Congo et rappeler à nos auditeurs qu'en Afrique, faire la politique là-bas, c'est assez compliqué, c'est très compliqué. Et on a vu que d'ailleurs, quelqu'un, peut-être que vous avez entendu parler, même si vous êtes jeune, Patrice Lumumba, oui. Patrice Lumumba a tout simplement disparu parce que justement, il était opposant. Et d'ailleurs, prochainement, j'inviterai son petit-fils, Jean-Jacques Lumumba, voilà, on s'est déjà mis d'accord, lui aussi qui se bat beaucoup pour le Congo, voilà, pour en tout cas redynamiser en tout cas cette jeunesse envers cette jeunesse donc de son pays, le Congo. Donc Jean-Jacques, on parlera vous aussi donc de vos actions sur le Congo parce que c'est très normal que cette génération-là en tout cas change de politique, que la France-Afrique ne soit plus ce que ça a été et que ces dictateurs puissent dégager en tout cas de nos pays. Richard, une petite pause musicale et on revient avec Grace Tulomba sur le plateau. Aigle. Banks. Annie. Chant. Champion. Donnez-moi ça jusqu'au matin, jusqu'au matin, bébé. Surtout y'aura pas de tabous. Allez, montre-moi tes tatous, tous tes tatous cachés près de moi. Viens près de moi, bébé. Nana leli 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 leli, ya leli 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 leli, ya leli 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 leli, ya leli leli leli. Fouquet, Christian Dior, elle veut ça, elle veut le sac Hermès, elle veut le Birkin, elle veut quoi, je l'emmène au soleil, Kati, Kaya, Panama, au 7e ciel, avec mon salon. Licolo, 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 toque licolo. Licolo, 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 papa est fatigué, millions d'euros, c'est le boulot. Alléluia, alléluia, c'est mon soldat, c'est mon meilleur allié. Pourquoi la ramoter mon aïe, mon la vie en vrai. Ouvre-moi ton cœur que je te montre tous les plans que j'ai manigancés. Et si c'est toi, c'est que toi, inquiète-toi, nous deux, ouais, comme Roméo, un malade, je viendrai te retrouver. Fouquet, Christian Dior, elle veut ça, elle veut le sac Hermès, elle veut le Birkin,
Plein d'ennemis, plein d'amour. Jaloux. Bazooka, bazooka. Plein d'ennemis, plein d'amour. Jaloux. Fouquet, Christian Dior, elle veut ça. Elle veut le sac Hermès, elle veut Birkin, elle veut quoi? Je l'emmène au soleil quand il caille à Panama. Oh, c'est Chelsea. Voilà, merci beaucoup Richard. Donc je rappelle donc à tous les auditeurs de Radio Galère que vous pouvez nous écouter sur la bande FM 88.4, sur la radio numérique terrestre, le canal 8C DAB+. Richard, c'est comme ça? Oui, j'y arrive. Mais aussi sur www.radiogalère.org. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Grace Toulomba, donc, qui est venue avec son livre « Le voyage de toute une vie ». Et Grace Toulomba n'est pas venu seul, donc il est accompagné de son équipe de managers. Donc il y a Sarah, Gabriel, Manon. Et oui, hein, une équipe en force, hein. Voilà. Et puis Richard, nous avons notre chroniqueur depuis le Canada. Allô, allô. Lamine, Oui, bonjour Matar. comment ça va? Eh bien, ça va, ça va. Je vois qu'au Canada, vous avoisinez les 40-50 degrés, c'est ça? Non, là ça va. Là c'est correct pour le moment. Mais il y a eu 100 personnes mortes, hein. C'était 49 degrés, Lamine. C'était chaud, hein. Ah Mais ouais, c'était vers l'ouest quand même. d'accord. C'était vers l'ouest, vers Californie là. À Vancouver, comme on dit. Ok. Mais ici, on a gravité autour de 36-37. Pas mal. Bon, ben ça va. C'est vrai que d'habitude, vous étiez Mais- habitué à des températures négatives. Non. Non, Lamine, ici, l'été, c'est infernal. C'est plus chaud que le Sénégal 4 fois. Ouais, mais sauf que tu as C'est- peur d'aller c'est au ça. Sénégal. Pourquoi tu vas pas au Sénégal? Mais peur de qui? Ben, C'est de quoi? attention, C'est le malade. président Lamine. Itata et les autres. Mais Lamine, le président, moi, je suis avec Trudeau, hein, et la reine d'Angleterre. Bon, ça va. Bon, écoute, on t'écoute Non, par non, rapport à notre Lamine. invité. Non, ton invité, je le félicite d'abord pour son livre et tout ce qu'il fait de bien, quoi, franchement. On encourage les jeunes comme qui font de très, très, très bonnes choses et on l'encourage, on le félicite, on lui souhaite toute la chance au monde. Ah ben, Ça, en tout cas, Merci. C'est des gens à aider et à savoir, à connaître. C'est des personnes qui sont très, très, très importantes, qui savent ce qu'ils veulent. Mais je profite de l'occasion pour dire que Tamine aussi, mon beau-frère mon beau-frère Souleymane Bachir. il Souleymane fait, Bachir Diagne, le dédicace grand de son philosophe. livre. Ouais, il fait les dédicaces de son livre aussi, hein, à Diamniadio, là, je ne sais pas, à côté, chez ton président Macky Sall, là. Ben, écoute, je t'ai dit que lui aussi, il va falloir qu'on l'interviewe, hein, parce que c'est un très grand philosophe, professeur à l'université aux États-Unis et voilà, Ouais. une sommité au Sénégal. À Columbia. À Columbia. University. Bon, ben écoute, Ouais. rendez-vous est pris, donc dites-lui que voilà, son interview l'attend ici sur Radio Galère. Il n'y a pas de problème, il est à Dakar, vous pouvez le contacter. Hein. Bon, allez, ça va, on se verra après. Il n'y a pas de problème, je ne vais pas accaparer aujourd'hui, c'était juste pour féliciter notre Grace invité là. Toulomba, ça va. Et Grace, on te félicite. Et Lamine, n'oublie Merci. pas le stade de Hassan Diouf a été vendu. Hein. Bon, on en reparlera samedi prochain. Inch'Allah. Allez, ciao, Matar. C'est un sujet ouvert. Lamine, merci beaucoup. Ciao. Bonne journée. Merci. Voilà, donc toujours heureux d'avoir notre ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de basket, Matarli, depuis le Canada. Oui, Richard, un message? On a aussi Christine, la fidèle auditrice, qui voudrait féliciter notre invité, lui et sa famille, pour leur parcours et tout ce courage, quoi. Merci beaucoup. Eh bien, voilà, hein, ça fait des émules. Justement, Grace, on a parlé du papa donc, qui fait sa politique. Et moi, j'ai dit que j'étais déçu à la fin du livre parce que au tout début du livre, vous parlez que de votre père. Oui. Mon héros, mon roi, lui-même, il vous appelait le prince, voilà. Et après, au fur et à mesure, le papa a laissé la place à la maman. Oui. La maman, on y reviendra, c'est un chapitre spécial. Voilà. Pourquoi, à un moment donné, vous êtes peut-être un peu déçu du papa qui a continué coûte que coûte à vouloir faire la politique, surtout que le papa ne vous a pas suivi à Marseille. Oui, il y avait une certaine frustration concernant le papa. Mais après, comme je disais tout à l'heure hors micro, c'est que
il y a un chapitre, enfin, il y a une suite qui est prévue pour le papa où vraiment on va un peu plus développer le personnage. C'est vrai que dans l'idée du livre... Donc il y a un tome 2 qui va arriver. Ouais, il y a un tome 2 et même un film Oui. on est en train de travailler sur la réalisation d'un projet cinématographique qui va arriver normalement en 2022 donc sur grand écran. Donc l'idée, D'ailleurs, en lisant, j'ai vu que vous avez voulu être... scénariste. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah, là, je vais pouvoir réaliser ce fameux rêve. Donc, l'idée, c'est de pouvoir donc, développer un peu plus le personnage du papa. Enfin, après, c'est vrai qu'il y a eu une frustration qui a été créée en fait, par rapport à cette histoire, qui a fait que il y a eu une fracture entre le papa et la famille, parce qu'à un moment donné, c'est vrai, pour être tout à fait franc, on lui en a un peu voulu par rapport à ça. Parce que du coup... Ça n'a pas été évident, l'intégration en France. Et puis après, surtout quand on a eu une obligation de quitter le territoire français, parce qu'on nous a refusé à plusieurs reprises la demande de titre de séjour. de titres de séjour, d'asile politique. Donc, on lui en a un peu voulu de tout ça. Mais après, vraiment, dans l'idée, c'est de pouvoir après faire une continuité. Donc, dans un premier temps, ce premier livre, ça a été pour vraiment inciter, donner le goût à la lecture aux jeunes, et leur donner l'envie de lire. Et donc, je ne voulais pas faire quelque chose d'extrêmement long, d'extrêmement lourd, en quelque sorte. C'est pour ça que c'est un livre qui se lit assez rapidement et vite. Tout à fait. Voilà, vraiment, ce souhait-là, moi, en tant que jeune qui aime aussi la littérature, aime aussi lire des bonnes choses, je voulais vraiment faire quelque chose d'assez léger. C'est pour ça que même il y a certaines choses que je n'ai pas forcément développées exprès pour justement donner envie aux gens de pouvoir encore aller plus loin dans la lecture. Voilà. Ah oui, non, ça se lit très vite, hein, je confirme, comme je vous l'ai dit, je l'ai lu de 6h à 9h, 9h30. Quoi. Richard, une question ? Oui, je voulais vous poser une question, à savoir, pour ceux qui ne connaissent pas le Congo, que pouvez-vous nous dire de ce pays ? C'est quoi le Congo ? Alors, le Congo, c'est un pays formidable. C'est un pays, c'est ce qui est dommage, parce qu'on a un pays qui fait 4 fois la France, il faut quand même le rappeler, c'est énorme, c'est 4 fois la France, et c'est un pays riche en ressources naturelles et riche en personnes. Et il y a des hommes et des femmes extraordinaires dans ce pays. Et c'est dommage parce que c'est un pays vraiment très accueillant où on a envie d'y vivre parce qu'il y a beaucoup de belles choses à découvrir au Congo. Donc honnêtement, je souhaiterais mon rêve un jour, ça serait qu'un jour le Congo puisse être une destination touristique, qu'on puisse y aller naturellement et sans forcément être inquiété des choses, de pouvoir dire les choses, de pouvoir s'exprimer, parce que c'est un pays qui envoie le détour, parce qu'il y a des paysages énormes, formidables, et des choses extraordinaires à visiter. Mais à l'heure actuelle, on peut y aller pour visiter, mais voilà, moi, dans mon cas à moi, je voudrais y retourner, surtout, ça fait 15 ans, je n'ai jamais remis le pied au Congo, je voudrais y retourner pour pouvoir continuer un peu ce que le papa avait commencé, mais j'ai réfléchi... Ah, vous voulez faire de la politique ? Pas vraiment la politique, mais essayer d'amener cet éveil aux jeunes, leur dire qu'ils peuvent réussir, en fait, transmettre aussi des connaissances que j'ai acquis. On en parlera tout à l'heure de pourquoi je pense que l'immigration, c'est quelque chose de bénéfique. Donc pour moi, aujourd'hui, j'ai ce besoin-là d'y aller, d'y retourner, de continuer à parler des choses. Et je sais qu'à l'heure actuelle, si j'y vais, j'y risquerai ma vie. Déjà, à l'heure actuelle, quand j'en parle avec la maman, il est hors de question d'aborder ce genre de sujet. Parce que pour elle, elle sait très bien que... Elle est encore traumatisée ? Ouais, et surtout qu'elle sait que si j'y vais, il y a 90% que je ne revienne pas, donc elle le sait. Et donc, elle me dit, si tu y vas en incognito, tu ne parles à personne, tu fais comme si tu n'étais pas... Sauf que moi, je sais, me connaissant, je sais que si j'y vais, je vais vouloir passer à la chaîne nationale, pouvoir parler des choses qui dérangent, que ça dérange encore. À l'heure actuelle, c'est pas normal que 15 ans après notre départ, que les choses ne soient pas, qu'il n'y ait pas d'évolution, que les choses ne soient pas toujours, les choses soient toujours au même stade. Donc forcément, voilà, elle veut pas. Donc je comprends aussi son inquiétude et forcément, donc avec tout ce qu'on a vécu, forcément, je comprends ses inquiétudes. Ouais. Eh bien, c'est une belle transition de parler donc de ta maman. Vous avez dit dans votre livre, et c'est quelque chose, c'était une redondance, ça revenait très souvent, ma mère est une femme exceptionnelle. Oui. Ma mère, la femme la plus magnifique et la plus extraordinaire que le monde ait jamais portée. Le monde mérite de savoir qu'il existe une héroïne sur cette terre et qu'elle s'appelle Nelly.
C'est ça. Nelly, c'est votre mère. C'est ça, C'est Nelly. très fort, Bah, cet amour. c'est surtout pour voir un peu faire un hommage aux femmes. Et aussi, ce livre, c'est pour ça que je l'ai écrit. C'est pour pouvoir mettre en avant cet aspect de pouvoir dire que avoir une femme dans sa vie, ça peut vous changer complètement. Une femme qui vous aime et qui vous soutienne dans vos projets, dans votre vie, ça peut transformer un homme et ça peut transformer une famille. Et moi, l'amour que ma mère nous a porté, nous a donné, a changé complètement ma vision des choses et ma vision de la vie. Donc aujourd'hui, oui, c'est un témoignage aussi, cette reconnaissance de dire que une femme, une vraie femme peut vous changer, transformer réellement, vous transcender carrément, vous apporter, vous amener dans un autre niveau parce que c'est quelqu'un, enfin, je pense que c'est l'une des plus belles créations que Dieu ait faites sur Terre et pour ça, faut avoir la bonne personne à nos côtés pour comprendre ça. Mais est-ce que ta mère est au courant de tout l'amour que tu lui portes? Je pense qu'elle sans doute, ouais, elle le sait, je pense qu'elle le sait. Et puis, dans tous les cas, j'espère encore pouvoir lui témoigner encore toute ma gratitude et toute cette reconnaissance encore bien longtemps. Et surtout, ben, elle n'est jamais allée au cinéma. Donc, j'espère que la première fois que je l'amènerai au cinéma, ça sera pour voir mon film. Eh bien, écoute, je l'espère fort et j'espère aussi que nous serons à ses côtés pour la découvrir. C'est parce ça. que la manière dont vous parlez aussi de votre mère, c'est une maman extraordinaire qu'on a envie de connaître. Richard, je crois qu'on a un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour Lamine. Oui, bonjour Djeja. Comment ça va? Ça va, tranquille. Voilà, je dis bonjour à ton invité et à Richard. Bonjour. Voilà, donc on a entendu, donc moi j'aimerais juste contribuer un peu à ce qu'il a dit, c'est-à-dire de retourner au Congo pour pouvoir parler aux gens, voilà, tout court. Et je pense que même sans y retourner, on peut le faire à distance maintenant avec tous les moyens qu'on a. Je pense qu'il faut commencer déjà à se faire connaître par les médias, par Internet, YouTube, des trucs comme ça. Et que bon, on peut faire passer beaucoup de messages, je pense, sur les réseaux sociaux, tout ça là. Bon, si physiquement vous êtes menacé, des trucs comme ça, donc vous pouvez, pour le moment en tout cas, le faire à distance. Et merci pour ta maman, merci pour toutes les femmes. Ça, c'est le rôle des femmes, de se sacrifier pour leurs enfants, de soutenir les enfants inconditionnellement, quoi, d'être là pour la famille. Et pour votre père, bon, c'est tous les hommes, hein, eux, c'est leurs ambitions, hein, donc voilà, ils veulent faire, ils sont têtus, quoi. Voilà, ils veulent faire quelque chose et bon, à la rigueur, ils sacrifient leur famille, ils sont prêts à sacrifier leur famille pour leurs ambitions. Ça, c'est tous nos parents politiques, on sait, moi je suis enfant de politicien, donc je sais ce que ça veut dire, quoi. Et que vraiment les mamans sont braves et elles sont là pour soutenir donc la famille, les enfants. En tout cas, remplir les deux rôles, quoi. Donc voilà, ça c'est la capacité de la femme de faire le père et la mère en même temps, quoi. Donc voilà, donc je vous encourage et j'espère qu'on va bientôt voir le film qui sera à jour. Et que, bon, voilà, bon courage. Mais vous pouvez parler aux gens. C'est vrai que nos pays africains, là, on a beaucoup de problèmes. C'est pas que le Congo. Partout en Afrique, on a les mêmes problèmes. Plus ou moins graves, peut-être. Mais bon, il y a des chaînes de télé universelles, des médias, je sais pas comment, news, je sais pas, médias. Donc, qui parlent beaucoup de l'Afrique et des problèmes de l'Afrique et des rapports de l'Afrique et de la France. Et vraiment, je pense que c'est maintenant que tout le monde doit se battre, quoi, parce qu'il y a vraiment un problème. Bon, bien que la France nous a accueillis des trucs comme ça, c'est vrai, mais elle nous doit beaucoup de choses aussi, quoi. Et que vraiment, on doit se réveiller et sensibiliser les gens d'une façon ou d'une autre, là, dans la mesure du possible, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, je vous encourage et voilà, bonne journée. Merci beaucoup, Djeja. Merci pour ta contribution. Justement, Grace Toulomba, donc notre auditrice Djeja, dit que vous avez des moyens justement aujourd'hui techniques, en tout cas de la technologie, pour pouvoir vous adresser à votre pays. Oui, c'est vrai, après, j'y ai pensé. Mais après, il y a un problème qui s'oppose à ça, c'est que la communication à distance, le problème c'est qu'avec les jeunes de là-bas, ils vont dire oui mais c'est bien beau de dire ça, t'es de l'autre côté. C'est un peu comme dire à quelqu'un t'es au paradis, de dire à quelqu'un qui est en enfer, de lui dire non mais continue à te battre, c'est bien, continue, courage. Mais il va te dire oui mais c'est bien beau parce que t'es de l'autre côté. C'est bien de pouvoir dire que
faut lutter, faut faire ci, faut faire ça, quand on est du bon côté en quelque sorte. Et c'est pour ça que le message serait encore plus impactant, je pense, si j'étais sur place et que je pouvais leur montrer que en fait, vous avez besoin de votre cerveau. Vous n'avez même pas besoin d'être en Europe. Parce que moi, aujourd'hui, en fait, c'est que l'Europe m'a appris, en quelque sorte, c'est que l'éducation nationale m'a appris. C'est juste de pouvoir me dire, en fait, j'ai pris conscience de la capacité que j'avais de pouvoir faire des choses, de pouvoir mettre en place des choses. Je n'ai pas eu besoin d'être en France. En fait, ce que je suis à l'heure actuelle, je l'avais depuis un moment. En fait, c'était pas juste que... Enfin, j'avais pas juste pas conscience de ce que je pouvais faire. En fait, j'ai pris conscience de ça. Et donc, aussi, c'est pour ça que j'ai besoin d'être sur place, de pouvoir dire aux jeunes, en fait, je suis conscient. Vous devez être conscient de ce que vous êtes capable de faire. Vous avez besoin de votre cerveau. Si vous avez si vous êtes, vous êtes des ambitieux, que vous avez besoin de faire des grandes choses, vous pouvez le faire même au Congo. Et je veux vous le montrer en le faisant avec vous. On va commencer à partir des zéros. On va partir des zéros, on va monter un business, on va faire ci, on va faire ça. Leur montrer que c'est possible. Et pouvoir mettre en place des entreprises qui échangent avec des autres entreprises françaises. Leur montrer que c'est possible. Et pour ça, je pense que c'est mieux d'être sur place et qu'à distance, c'est compliqué de dire à quelqu'un, oui, tu peux faire ça, tu peux réussir, tu peux faire ça. Mais voilà, je voulais vraiment être un exemple, leur dire, voilà, quoi, vous avez besoin de votre cerveau, vous n'avez pas besoin d'être en France, vous avez juste besoin de votre cerveau. D'accord, au moins c'est clair. Et puis justement, on va parler de vos restaurants. Vous êtes un écrivain, certes, aujourd'hui, mais vous êtes aussi un chef d'entreprise. On l'a dit, vous venez de loin. De la richesse à la pauvreté, vous aviez tout ce que vous aviez voulu, en tout cas au Congo. Vous êtes venu en France sans papier, vous avez dormi à droite et à gauche, dans des centres d'accueil, titres de séjour refusés. Voilà, toutes les galères du monde. Alors, et aujourd'hui, Grace s'est reconstruit en entrepreneur. Oui, je suis un entrepreneur parce que, mis à part le Cocorico, que je tiens à rappeler, en fait, ça ne m'appartient pas vraiment. Moi, j'ai gravite tout autour de ce projet. J'ai rejoint un ami qui s'appelle Jonathan Juikel, qui a monté, en fait, qui a créé ce concept de A à Z. Donc, c'est un ancien hawker de haut niveau qui, lui, en fait, c'est un enfant adoptif un peu de la France comme moi. Lui, c'est un Canadien belge qui est venu vivre à Marseille, qui a toujours rêvé d'avoir ce concept de croque-monsieur, de me remettre le sandwich, ce fameux sandwich phare au goût du jour. Donc, il a travaillé avec une ex-chef marseillaise qui s'appelle Georgiana Vieux. Donc ensemble, ils ont donc créé des recettes, donc ils ont remis le croque-monsieur au goût du jour. L'idée, ça a été vraiment de revaloriser des croques et donc en revisitant les régions de France. Et puis moi, en fait, quand j'ai vu son concept et que je lui ai, à la base, je l'ai rencontré tout à fait par hasard, je lui ai dit, quand je l'ai vu, je lui ai dit, ouais, je voudrais développer ton concept en franchise. Je voudrais prendre des parts et pouvoir développer en franchise. Et donc, il m'a dit, pour l'instant, je ne suis pas prêt. Est-ce que ça te dirait plutôt de me rejoindre, qu'on développe le concept ensemble? Donc, je me suis un peu... je me suis mis à graviter autour de lui pour développer ce concept. Donc, on a aujourd'hui 2 points de vente, donc à Marseille-la-Capelette et au Vieux-Port. Et donc, un 3e point de vente qui arrive du coup en septembre. Donc voilà, aujourd'hui, je suis un entrepreneur parce que, mis à part Cocorico, j'ai d'autres activités à côté et j'essaie de développer d'autres activités. Donc voilà, donc l'idée aujourd'hui, je suis restaurateur avec du coup Jonathan Zuikel qui est du coup, je suis son bras droit, avec qui on développe Cocorico. Donc l'idée, c'est de pouvoir, bien évidemment, d'ici fin 2022, en avoir une 50aine dans toute la France et pourquoi pas partir en master franchise à l'étranger et notamment en Asie. Donc oui, il y a des très beaux projets qui arrivent. Bon, c'est très bien, vous le souhaite. Je vois un message qui arrive. C'est quoi la spécialité? Qu'est-ce qu'on peut manger là-bas? La spécialité de ce restaurant, c'est du croque-monsieur revisité. Donc comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est un ancien master chef qui nous a refait les recettes. On revisite, on a plus de 20 recettes à base de poulet, à base de bœuf, à base de plusieurs recettes. C'est vraiment des très beaux sandwichs qui en vaut la peine. Moi, je sais qu'au début, quand on me parlait de croque-monsieur, j'avais l'image de ce croque-monsieur industriel avec plein de béchamel. Et puis en fait, un jour, j'ai goûté, je me suis dit,
waouh, c'est fantastique. Et donc c'est pour ça aussi que je suis tombé amoureux de ce concept, de celui qui l'a créé en quelque sorte, parce que il représentait aussi les mêmes valeurs que moi, c'est-à-dire cet enfant adoptif de la France qui arrive et qui a envie de s'épanouir, d'entreprendre, de devenir grand et de voir grand. Donc voilà. Grace Toulomba, vous savez qu'ici, les auditeurs sont les rois. Donc, il y a des auditeurs qui envoient des SMS, des messages, et il y en a qui appellent au téléphone. Donc, on nous tire en ligne. Allô? Oui, salam alaikum. Bonjour. Maaleykum salam. Seigne Medoun, comment va? Bonjour, notre Grace. chroniqueur depuis Toulon. Oui, ça va. Écoutez, c'est avec un intérêt particulier que je suis cette émission. Effectivement, depuis l'annonce de Grace, ça m'a un peu mis plus à l'oreille. Donc là, j'écoute avec intérêt et je salue son courage, Merci beaucoup. Salue son abnégation et en travers aussi, lui, je magnifie le rôle que sa mère a joué dans sa vie. Et effectivement, nous avons des mamans braves. Et je pense que ce qu'il dit pour sa maman, c'est ce que tu dirais pour ta maman, c'est ce que je dirais, voilà. Mais moi, en homme politique, je suis un peu sur ma faim. Je suis un peu déçu parce qu'effectivement, vous avez très vite abordé la partie concernant son papa. Sauf qu'aujourd'hui, je reste sur ma faim. Je reste sur ma faim parce que je n'ai pas encore lu ce livre. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas quelle a été la fin du papa. De ce que j'entends, c'est au passé qu'il en parle actuellement. Mais comme je veux dire aussi, je suis un peu déçu parce que je peux comprendre sa position aujourd'hui. Mais comme Didier l'a dit, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information, le combat peut continuer. Et je pense que, comme tu sais bien le dire, Lamine, chaque génération a sa mission où on l'a remplie, on l'a trahi. Et je pense que Grace, vous avez une responsabilité historique. Et je pense que, eu respect, eu égard à ce que vous avez dit pour votre papa qui, dans les moments les plus difficiles, en patriote s'est sacrifié au détriment, qui a sacrifié sa famille, effectivement, je peux le comprendre. Aujourd'hui, vous êtes un homme, vous êtes assez mûr, vous devez avoir assez de recul pour pouvoir comprendre que c'était la seule chose qu'il devait faire et qu'il pouvait faire, parce qu'une vie, on doit lui donner du sens. C'est vrai, comme vous le dites, évidemment. quitter sa maison, avoir aujourd'hui 40 mètres carrés, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc ça montre aussi la grandeur et le niveau élevé de patriotisme et de citoyenneté qu'avait votre père. Donc pour moi, le héros de cette histoire, c'est votre père. Parce que pour moi, ce sont des leçons de vie. C'est vrai que je ne sais plus comment vous avez intitulé le livre, j'essaierai de le voir et de le lire. Le voyage de toute une vie. Le voyage de toute une vie. Moi, ce sont des leçons de vie que j'ai vues à travers les différents récits que Lamine nous a fait. Mais surtout, moi, je vous dis, pour moi, dans cette histoire, pour moi, le héros, c'est votre papa. Un homme qui a su se sacrifier, un homme qui a su dire non à Kabila à cette période, en sachant qui c'est Kabila. Et je pense que pour la mémoire et pour la continuité, et je pense que pour l'histoire, comme Didier vous l'a dit, vous avez une responsabilité historique à assumer. C'est vrai, vous devez vous faire, mais je pense qu'il y a une phase en même temps, en mémoire à votre papa. Comme aujourd'hui, vous devez être fier, comme vous le dites, d'amener votre maman au cinéma. C'est aujourd'hui de tisser des passerelles avec des réseaux de jeunes, des activistes, des réseaux de politiciens et de les aider aujourd'hui à s'émanciper, de les aider financièrement, pourquoi pas de les aider matériellement, logistiquement à pouvoir se battre, eux qui sont là-bas, en attendant que vous puissiez prendre ce relais. C'était juste ma petite contribution, mais sachez que je reste sur ma faim parce que votre histoire, elle est intéressante, mais moi, j'aurais aimé aussi avoir votre papa, voilà, ça c'est quelque chose. Le prochain livre, c'est le papa. Voilà. On aura toute l'occasion. Merci beaucoup, Seigne Medoun. Merci. Merci depuis Toulon. Oui, donc, le papa, encore que lui, il n'a pas encore lu le livre. Hein. Non, mais après, concernant le papa, dans tous les cas, ce qui est prévu, c'est vraiment de pouvoir continuer de faire la suite. Lui, pour l'instant, il prend un peu du recul par rapport à ça. Il travaille plus... Enfin, il est moins investi par rapport à auparavant, par rapport à la politique, parce que bon, ça me marquait énormément. Donc après, dans l'idée, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment de pouvoir reprendre et de pouvoir continuer ce que le papa a fait, et pourquoi pas le reprendre avec le papa, oui, bien sûr. Donc le papa, il est toujours vivant. Donc j'ai cru qu'il fallait pas se spoiler ou quoi que ce soit. Non, il est toujours vivant, en bonne santé, Dieu merci, et il reste juste un peu silencieux. Il va falloir réactiver la bête, comme on dit, donc voilà, au moment voulu. Bon, en tout cas, on fait un big coucou au papa depuis le Congo. Hein?
et la maman Nelly à Marseille. Et en dehors du papa et de la maman, il y a aussi des noms que j'ai retenus. J'ai retenu Sandra. Oui. José, c'est le traître, donc on va l'oublier. Ouais, on va l'oublier, ouais. L'État, le Malien. Raphaël à Marseille. C'est ça. Et Florimond. Florimond du réseau Éducation sans frontières. Oui. C'était un... Ces gens-là ont participé à votre... Ah oui, ça a été nos Avengers. Ça a été des personnes qui nous ont vraiment... Enfin, quand j'ai dit ils se sont battus corps et âme, pour nous, ils se sont battus corps et âme. Et donc, c'est pour ça que vraiment, ces personnes-là, m'ont fait comprendre que voilà, c'est ça aussi la France. La France, c'est un état d'esprit. C'est pas juste un drapeau, c'est pas juste une culture, l'art culinaire, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit, c'est toutes ces personnes ont représenté. Le Malien, le Raphaël qui était italien, espagnol, et Florimond qui était français. Enfin, toutes ces personnes ont représenté l'état d'esprit de la France. La France, c'est ça. Tout ce mélange-là qui font qu'aujourd'hui, la France, elle est scalée. Donc, c'est un état d'esprit. La France, c'est pas juste un drapeau, une couleur, c'est un état d'esprit. C'est pour ça que quand on dit oui, mais l'immigration, c'est pas bénéfique. Non, j'ai envie de dire que l'immigration, c'est bénéfique. Parce qu'il n'y aurait pas eu ce Malien-là, sûrement, ça serait passé différemment. Il n'y aurait pas eu Raphaël, ça serait passé différemment. Il n'y aurait pas eu Florimond, ça serait passé différemment. Enfin, la France, c'est tout ça. Et moi, je pense réellement qu'il y a un effet bénéfique sur l'immigration. Et même si... Lamine, on peut parler aussi sur l'aspect économique, parce que c'est vrai, on évoque que le côté bénéfique de l'immigration en parlant sur l'aspect social, mais il y a aussi un aspect bénéfique. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'est des richesses que d'hommes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'emploi, le travail, c'est les hommes qui le créent, la richesse, c'est les hommes qui le créent. Et aujourd'hui, c'est pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'en France, aujourd'hui, on a plus de travail, on a plus d'emplois qu'au Luxembourg, par exemple, parce que c'est les hommes qui créent la richesse. Et donc aujourd'hui, plus il y a des hommes et des femmes, plus on a besoin, il y a des besoins, donc il faut créer des emplois pour nourrir ces familles-là, pour subvenir aux besoins de ces familles-là. Donc aujourd'hui, l'immigration apporte aussi cet apport-là qu'il faut pour aujourd'hui développer aujourd'hui notre économie. C'est pas que si on prend par exemple l'exemple du Luxembourg et la France, c'est pas que le Luxembourg ne peut pas créer des emplois, c'est juste qu'il n'y a pas assez d'hommes pour créer des emplois. Donc en fait, c'est des liens à causalité qui font que aujourd'hui, plus il y a d'hommes, plus il y a d'emplois. C'est mathématique. Et aujourd'hui, si on regarde sur un aspect aussi économique, on regarde, et aujourd'hui les économistes nous donnent d'ici 2050 qu'il y aura 40 millions de moins d'actifs en Europe. Et ces 40 millions d'actifs, il faut les remplacer. Et comment on peut les remplacer si ce n'est que par l'immigration ? Aujourd'hui, il faut contribuer, il faut payer les retraites. Mais qui va payer ces retraites-là si aujourd'hui, il n'y a pas les gens qui travaillent pour payer ces retraites-là ? Donc aujourd'hui, l'immigration apporte des réponses claires au pays, à la France. Et aussi, pour finir en quelque sorte, on dit que oui, mais l'immigration, donc au-delà du fait que ça vole des emplois, donc ce qui est faux en démontrant ce que je viens de dire, il y a aussi l'aspect que l'immigration coûte cher à la sécurité sociale, sauf que c'est faux. Aujourd'hui, si on regarde bien, 90% des personnes qui sont, même 95% des personnes qui sont issues de l'immigration sont jeunes. Donc ce qui coûte à la sécurité sociale, c'est des vieux en quelque sorte, et c'est pas les jeunes qui sont issus de l'immigration. Au contraire, eux, ils sont frais, ils sont tout frais, qui veulent travailler, ils n'ont qu'une envie, c'est travailler. Je connais même des personnes qui sont issues de l'immigration, qui sont sans papier, qui cumulent 2 jobs pour pouvoir juste vivre correctement et qui n'espèrent en aucun cas toucher des aides. Moi, pour mon cas, par exemple, je ne suis pas venu en France, je n'ai pas quitté tout ce que j'avais au Congo pour venir en espérant, en me disant on va rester chez nous et espérer toucher des aides, toucher la CAF ou je ne sais quoi. Donc voilà, l'immigration, c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Et si on revient encore en arrière, on dira oui, mais aujourd'hui, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, on ne peut pas accueillir tout le monde. J'ai juste envie de rappeler à ces personnes qui disent ça qu'en 1962, on a su faire. On a dit au général de Gaulle, oui, mais il y aura 10 000 rapatriés et finalement, il y en a eu 1 million. Donc, on a su faire dans l'histoire au passé. On a su faire, on a su accueillir les Français qui étaient partis, donc on a su les accueillir. Pourquoi aujourd'hui, on n'arriverait pas à le faire ? Il y a des zones rurales qui sont désertes aujourd'hui à l'heure actuelle où il n'y a personne, il n'y a pas d'hôpital. Enfin,
on cherche désespérément à faire revenir des personnes dans ces zones-là. Pourquoi on n'arrive pas à le faire aujourd'hui? Enfin, il y a vraiment un aspect qui est vraiment économique qui existe sur les bienfaits de l'immigration qu'on oublie et qu'on nous martèle à chaque fois en disant oui, mais l'immigration n'est pas bénéfique. Et je sais qu'avec l'arrivée des élections présidentielles qui arrivent dans quelques mois, on va encore remettre ce sujet sur la table en disant que l'immigration, c'est pas bénéfique. Et on va encore taper sur les mêmes. On va dire, oui, vous voyez, l'immigration, c'est pas bénéfique, machin, ceci, cela. Et finalement, on oublie que, non, c'est faux. On nous donne on nous sert des histoires qui sont totalement faux, alors que dans la vérité, si on regarde tout au long sur l'aspect économique, même sur l'aspect social, l'immigration aujourd'hui c'est plus que bénéfique, parce qu'aujourd'hui ça crée des emplois. Aujourd'hui, les connaissances aujourd'hui que moi j'apprends aujourd'hui, que je maîtrise, je le transmets. Donc je vais aujourd'hui peut-être un jour rentrer chez moi au Congo, je ne vais pas forcément faire ma vie et finir ma vie en France, ou peut-être aller vivre ailleurs, mais toutes ces connaissances-là, je vais les transmettre. Et aujourd'hui, donc la meilleure façon, comme ils disent, la meilleure façon de stopper l'immigration, c'est de favoriser l'immigration, parce que des gens comme nous, comme vous, on envoie des mandats aussi à des personnes qui sont en Afrique. Aujourd'hui, ça représente plus de 500 milliards de dollars par an, les mandats. Et ces mandats-là empêchent aussi en quelque sorte des personnes de venir prendre des risques insensés pour venir en France. Et donc aujourd'hui, la meilleure façon, le meilleur frein à l'immigration, c'est l'immigration. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui sont friands et qui disent que l'immigration, c'est pas bon, écoutez, laissez-nous faire. Vous verrez que l'immigration, c'est bénéfique pour la France, aussi bien que pour la France, aussi bien pour les personnes qui le pratiquent. En tout cas, en vous écoutant, je sens que votre père devrait être heureux parce que vous êtes déjà sur cette trace. Et comme l'a rappelé Medoun et Frantz Fanon le disait, chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et vous êtes en train, en tout cas, de l'accomplir et de bien l'accomplir. Richard, une petite pause musicale et après, on vient pour la conclusion avec Grace Tromba. Avant la musique, d'ailleurs, est-ce que tu manges du camembert roquefort? Ah oui, tu rigoles, tu sais pourquoi? Oui, au début, c'est vrai que quand on nous le servait, quand on nous donnait ça aux associations, du fromage, surtout, je me rappelle le Münster, c'est un fromage alsacien, il est très fort en termes du goût et en termes d'odeur. Et c'est vrai que quand on nous a servi ça au début, avec mes sœurs, on était persuadés qu'on nous servait des produits, des aliments périmés. Donc, du coup, on jetait quasiment tout ce qu'on nous donnait parce qu'on ne savait pas comment les cuisiner. Parce que nous, au Congo, c'est vrai que même si on était d'une famille aisée, le seul fromage qu'on connaissait, c'était la vache qui rit. Oui, donc, du coup, quand on nous a donné du camembert ou du Münster de fromage d'Alsace, on était persuadés qu'on nous avait donné des aliments pourris. Donc aujourd'hui, oui, bien sûr, bien évidemment, j'en mange. J'aime même beaucoup des fromages, enfin le fromage en général, mais c'est vrai qu'au début, quand on nous a servi ça, on ne comprenait pas forcément. Surtout que vous venez d'arriver, vous êtes noir, et vous avez dit ils ont pris tout ce qu'il y a de pourri, on nous donne. Ouais, c'est ça. Allez Richard, une petite pause musicale. 04 91 08 28 10. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le volcan Nyiragongo est entré en éruption. Pour la première fois depuis 20 ans, une coulée de lave aurait, selon des témoins, atteint une autoroute principale de la ville de Goma. Une situation angoissante pour les habitants de la commune de 2 millions d'habitants. Pleurs et malheurs accumulés, mais nous gardons l'assurance que dans le souvent du malheur, il y a le toujours de la délivrance. Goma, nous sommes de cœur avec toi, et t'annonçons qu'arrive une saison de joie. Psaume chapitre 34, verset 20. Natongo ya lelo nalamuki na mosika nini nga naza koyoka. Mikolo ya pasi ya kobanga na nyakokaki koyeba. Pour les habitants de la commune de 2 millions. Comme si ça ne suffisait pas, au-delà de tout ce qu'on endure déjà. Natongo ya lelo nalamuki na mosika nini nazoyoka.
pleurs des uns, le cri de certains. Nali anjuya inchi etu, goma nalingi oyeba. Nalingi oyeba. Goma kobungisa elikate. Possible de retrouver la joie qu'on a perdue. Zamazana Mazali. Don't give up, no, don't give up, yeah. Voilà Richard, merci pour cette escale au Congo. Donc Grace Tulomba, nous sommes arrivés donc à la fin de notre interview. On a même dépassé, mais c'était tellement intéressant, donc je voulais vraiment qu'on puisse aller en tout cas jusqu'au bout et on va laisser les 20 dernières minutes à l'actualité sénégalaise. Donc Grace Tulomba, comment en êtes-vous arrivé justement à choisir d'être entrepreneur? Vous avez fait des formations ou oui. Comment ça s'est passé? Alors j'ai fait après mon bac, j'ai fait une école de commerce, donc à Lumini, le Cage. Ouais. Et ensuite voilà, j'ai fait une licence en gestion, option hôtellerie et tourisme, parce que comme je le disais dans mon livre, je voulais être cinéaste. C'est ça, je voulais aussi, il y a ce côté aussi un peu chef d'entreprise que je voulais avoir, donc du coup je me suis dit une licence en gestion, du coup ça... j'ai vu aussi, vous voulez être pilote de chasse. Ouais, c'est un rêve, mais vous savez, à la mine, je fais des cours de pilotage, hein, donc... ah ouais? Ouais, ça m'arrive de prendre des cours pour apprendre à piloter, donc du coup... donc finalement, les mathématiques, parce que vous aviez dit que vous n'étiez pas fort en maths... Ouais, mais en fait, finalement, je me rends compte qu'en fait, c'est quelque chose que j'arrive à maîtriser, donc comme quoi, voilà... Il faut vivre ses rêves. C'est ça, il faut vivre ses rêves. Donc du coup, j'essaie de réaliser en tout cas chacun de mes rêves. Donc oui, donc j'ai fait une licence en gestion, option hôtellerie et tourisme. Dans un premier temps, j'avais créé une société, une start-up dans le tourisme, un site internet qui permettait de mettre en relation des touristes et des guides. Et les guides qui étaient en fait des locaux, des habitants locaux comme vous, comme moi, qui connaissaient la ville, par exemple Marseille, qui faisaient visiter la ville. En contrepartie, ces guides étaient rémunérés par le site internet. Donc ils étaient un peu des auto-entrepreneurs qui s'enregistraient sur mon site et en contrepartie proposaient des visites. J'ai commencé à le faire et puis après finalement ça me demandait encore beaucoup plus d'investissement. À l'époque j'étais étudiant et pas forcément avec beaucoup de moyens, donc j'ai vendu mon site internet. Et puis après, je me suis focalisé sur mes études. Et puis après, là, je rejoins Jonathan Zwikel dans le projet Cocorico. D'accord. Voilà, donc Richard, c'est la fin de l'interview. Juste vous laisser nous dire au revoir et nous parler peut-être des futurs projets. Oui, bien sûr. Notamment le livre sur le père qui intéresse Medoune et moi. Bien sûr, il y aura une suite au voyage de toute une vie et j'espère qu'une suite qui sera encore beaucoup plus magnifique encore que ce livre. Et puis après, donc le projet, donc là, la suite, c'est que voilà, je suis en pleine discussion avec plusieurs réalisateurs. Donc si vous nous entendez, que vous connaissez des amis qui sont réalisateurs ou que vous êtes vous-même réalisateur, n'hésitez pas à me contacter. Donc l'idée, c'est de pouvoir donc amener ce projet au cinéma, donc d'ici l'année prochaine. Donc voilà. En tout cas, vraiment, merci beaucoup Grace Tulomba. C'était un grand plaisir. Je ne regrette pas de m'être levé très très tôt pour lire ce livre parce que vraiment, gars, le livre, Le voyage de toute une vie, Grace Tulomba, donc édition Gossen, est un excellent livre qui se lit très vite et vraiment ça va vous emporter et ça fait plaisir d'avoir des jeunes avec nous qui sont motivés, qui sont engagés, qui n'oublient pas d'où
ils viennent et c'est extrêmement important de vous Oui. encourager et en tout cas tous mes encouragements Merci et bonne beaucoup. continuation. Merci. Richard, on va au Congo. Allez. Onongi Moulema, moi, Milami en cage. Pour toi, je veux ouvrir la page. J'avoue, j'avais promis du repos à mon cœur. Mais toi, tu ouvres une nouvelle page. Bébé, Maman, je te promets d'être cette épaule sur laquelle tu peux te poser quand tout va mal. faudra me pardonner si je manque d'écoute. Fais-moi juste un peu la morale. Onongi Moulema, moi, Milami en cage. Bébé, pour toi je veux ouvrir la page. Ozui Motema Nanga en pilotage. Bébé, pour toi je veux ouvrir. Bébé, tu lis au moins comme un livre ouvert. J'ai douté à tort, je sortais d'un calvaire. Je m'étais promis, je te reconnaîtrai quand tu viendras à moi. Quand t'es là, mon cœur s'apaise. Onongi Moulema, moi, Milami en cage. Bébé, pour toi je veux ouvrir la page. Ozui Motema Nanga en pilotage. Bébé, pour toi je veux ouvrir. Merci beaucoup Richard de nous avoir amenés au Congo. Voilà, donc aujourd'hui Richard, on va finir tranquillement parce qu'il n'y a pas Étienne pour me mettre la pression. Oui, c'est ça. Ouais. Il prend un petit week-end de congé. Bon, voilà, donc on va finir tranquillement. Donc Médou, ne vous inquiétez pas. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de pression. Et donc, du coup, on va à l'antenne. Allô? Allô, bonjour l'ami. Oui, bonjour, Grand Diogo. Comment tu vas? Ça va, Nakamu? Ça va? Ça va tranquille? Oui, Naka Marseille. Ouais, ça va, Nirek. Alors, pas très déçu? Un peu. Ah. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup, ouais. Ouais, c'est vrai que moi, je comprends. Les Sénégalais, ils n'étaient pas venus, quoi. Nous, quoi. Nous, quand nous, d'ailleurs, on n'était que 10 personnes là-bas. Mais pourtant, pour les 10 personnes, vous auriez dû maintenir, hein? Hein? Mais vous auriez dû maintenir quand même. Aller rencontrer le consul. Oui, c'est vrai, ce que tu dis. Quoi. Quoi. Parce que des fois, ce n'est pas des fois le nombre, c'est aussi la qualité. Hein? Oui, 10, oui, mais je aussi, je me par téléphone, quoi. Quand moi lol? Préfecture. Mais comment ça se fait encore? Peut-être après le Covid, il demande nous quoi. Non, mais il faut que les gens arrêtent les conneries là. Le consul, il ne peut pas vous recevoir parce qu'il y a le Covid. Voilà. C'est au téléphone qu'il faut parler. Peut-être nous, on doit aviser quoi.
sama xalaat la parce que man li ma lire ci papier bi dañ ma wax ni ma 400 personnes quoi mën nañu wax ak moom au téléphone quoi. Non, mais bon, allez, moi, léegi je vais après, même bon, pas ñu commenter parce que c'est hallucinant. Voilà, peut-être moom moo ñu bëgguloon recevoir aussi quoi que bu mu wax ak ñun téléphone yu demee noonu quoi. Donc on est resté là-bas jusqu'à 17h. Bon, 16h30 on m'a appelé quoi pour ñu ne ma dagam est-ce que vous maintenez la manif ou da ngeen di arrêter. Bon ma ne ko bon ñu ñëw benn par benn ñoo doon ñëw quoi. Au départ on était que 3 après ñu nekk 4 après on est revenu à 10. Mais ñenn ñi itam dañu yaakaaroon manifestation mi ngi commencé 18h quoi mais leen non 18h lay jeex. Ah. Parce que moi j'étais en ville bi ma tasax ñoom ñu ne ma ñu ngi ni doon def délégation pour ñëw mais leen non heure bi la waroon jeex. heure bi la waroon jeex quoi après ñu ne non travaux quoi. Donc on est resté là-bas jusqu'à 17h après ñu dem. Bon, et ça, Voilà. ça va être remis ou comment ça va se passer? Oui, wax naa ko démb. Nee naa leen dinañ ko defaat quoi bon après waa ji ni ma léegi. Mais Grand Ndiogou, xam nga foog ñu waxante tam dëgg fii. Tu sais qu'à Marseille, maintenant, c'est extrêmement compliqué de mobiliser les gens. Oui, mais il faut pas ñu tromper de cible. Hein. Parce que man bi may wootee j'ai appelé pour le Sénégal. Man Sénégal moo mu ñor quoi, c'est pas moi. Peut-être bi may def annonce bi Ndiogou oui, mais Ndiogou organisé wala Ndiogou woote. Non. Non, mais c'est que ça, au-delà de la personne, au-delà de Ndiogo, ou Lamine, ou Massamba, ou Mademba, Marseille, nit ñi ñoo farlootul di génn di bokk ci ay manif ak yu day noonu. Il faut ñu génn nag quoi parce que li xew ni Sénégal bon baaxul quoi maa ngi sant yàlla bu baax quoi. maa ngi koy dolli sant aussi di ko gërëm mais yii yëpp mënoon na ma ci bañ a fekk quoi. Non, non, je comprends, c'est ton engagement, c'est ton patriotisme. Voilà, c'est ça, toppatoo sama liggéey et puis voilà. Bon. C'est tout quoi mais li ma gis nii mu xew Sénégal nii xam nga lii kenn xamul ba fan lay mujj sax quoi. Kenn xamu ko ba tey ñi ñëwuñu démb mais jusqu'où ça peut aller les gens ils le savent pas quoi. Covid bi mi ngi commencé waat di yëg Sénégal ku nekk am nga ci part de responsabilité magal baa ngi ñëw bientôt. Tout à fait. On verra ce qui va se passer. Xam naa dañuy mujjee ni bon bu kenn génnati na ñëpp toog seen kër mais magal bi nañ seet ndagam dinañ ko def wala duñ ko def on verra. Ah mais bon non loi bi taxoon ma doon wootee. Lamine mais c'est que loi la boo xamante ni man tubaab bi seen bopp xam nañu mënuñu ko voter fii en France ils le feront jamais aussi. Ils ne feront jamais loi boo xam boo génnee manifester bu ñu la jàppee dañ lay juger comme un terroriste. Terroriste ba pare tëj la à vie quoi même pas 30 ans wala 10 ans 2 ans wala 6 mois de prison mais dañ lay tëj à vie. Loolu Sénégalais yi ma yaakaar dañuy génn yi xeex loolu wala ñu ne non ànduñu ci def manif yoo xamante ne c'est renouvelable maanaam dañuy dem vendredi bi 15 jours après wala une semaine après ñu dem def manifestation. Et si ba keneen ñuy dindi loi bi bu waa ji bu waxee ñu ne ko ñun ànduñu ci xam nga. mais ñi ñëpp toog seen kër quoi kenn ñëwul quoi kenn ñëwul. Man léegi nag comment tasal ci Marseille nga may bëgg rey ak waxu Sénégal man la mu ñëw laa seen man la mu ñëw quoi mais damay xalaat mais Lamine ñaan ñett keroog ki moom ma téye foofu la rey max caw presque une demi-heure maa ngi waroon dem ndax sama soxla mu téye ma en ville pendant une demi-heure di ma wax waxu sàcc yi ñu sàcc Sénégal détournement yi famille bi affaire dynastie te soo leen wooyee marché di ñëw mais booy mooy du ñu ñëw quoi. Et ça me fait mal quoi parce que ñaar ñett yu gis ñu tax di wax Marseille waxu politique la ñuy wax waxu Sénégal. léegi daal ku la ne Sénégal nga ne ko muñal. Non dama koy wax muñal léegi ko bu taw li kii boo commencé rek man la muñal sëñ c'est tout. comme ça beneen yoon bu ñu wootee di ngeen ñëw quoi. non mais dinañ ñëw mais waroon nañ ñëw nag quoi. ñu ñëw ñu dem wax suñu kii quoi lu ñu metti parce que ñii ñi ngi saax-saaxee dëkk bi ñoom pour ñoom Sénégal dëkku business la quoi business maanaam marchandise la bu ñu war a jaay quoi. comprendre nga. tout à fait stade boobu ñuy jël ñu ne dañ koy jaay mais stade boobu war nañu koon jaay. Dakar amatul stade amatul espace boog lay wax may wax stade.
espace moo fa amatul gis nga cimetière boobu ngay gis buñ ko mënoon jaay ko man maa la wax lii quoi cimetière boobu buñ ko mënoon laal dinañ ko def cimetière boobu daal xam naa moom mooy seen xalaatu àdduna quoi fi mu nekk nii quoi naka la ñuy def cimetière stade boobu ñu jël jaay ko ñun international yi ñu mës a am ñu foofu lañ génnee ay Cheikh Seck yi ngay gis gardien de but. oui tout à fait. mais foofu la génnee Omar Gueye Sène bi ngay dégg Séné wane foofu la génnee joueurs yi ngay dégg yu bari quoi ay Souleymane Yali yi ñoom anciens yi ñu amoon quoi joueurs yi kii ay Roger Mendy yi ngay dégg yëpp mais stade boobu lañ génnee. fan lañ leen xamee. fan ngeen xamee ab Roger Mendy bu Aba jàppaan bal ni dóor kii mu daanu la Assane Ba bi. Roger ni leen kii bu mu duggee du bouger. ñu ne ko yow toogal boobu doon aayaan nga teel a dugg mais biñu demee ba jaaxle ñu dugal Roger fa la suyee ba tey moo téye Aba Gueye fëlatul fenn Aba fu mu ne rek Roger téye ko léegi ñu jël stade boobu ñu ne léegi dañ koy jaay xaalis bi ñuy jaay stade bi dañ koy dem lekki rek parce que xaalis boobu du produire mënul produire Sénégal. xam nga ñaati milliards lañ ko jaayee mais mënul produire Sénégal stade bi yàgg na ñun ñu ngi dund nekk xale nekk mag nii ba suñu doom yi wala suñu sët yi waroon fa dem benn jour di def foofu sport te duñ ko mënati quoi duñ ko mënati de stade boobu lañ doon dundee quoi kon waruñu koon jël di ko jaay. bon moo tax Sénégal yi waroon ñëw kii ay wax fii quoi ñu ne consul bi ñun lii ànduñu ci ànduñu ci loi bi ànduñu ci stade bi ànduñu ci ni ñuy falee député yi Sénégal parce que député boo xamante ne président moo lay fal mais bu tegee loi da nga koy voté parce que boo ko voté wulee beneen yoon doo fa toogaat comprendre nga. tout à fait ku laabal ay bët kañ fu ko neex ngay xool boo xoolul foofu mu nangu bët yi. ça c'est sûr. donc ni ñuy falee député yi kooku la ñu waroon dindi mais moom waaj ci boppam ne woon na en 2012 mu ne bu ñu ko falee président nee na affaire raw gàddu boobu dina ko dindi quoi. mais gis nga mi ngi toog di ko utiliser quoi di ko utiliser xam nga loolu baaxul quoi man du ma def politique sax mais dama gis ne Sénégal yoon bi ñu jël nii baaxul quoi voie sans issue la te kii Lamine du moo ñuy génne ci goutte bi ñu nekk nii quoi problème yi sénégalais yi am dund bu cher bi quotidiennement boo ñu leen def facture courant balaa nga koy fay beneen facture ñëwaat tege sa kam loolu racket la tudd quoi dañuy rackete sénégalais yi këyit bu leen neex ñu génne ko ñu ne sénégalais yi nañu fay kooku du dëgg du yoon. en tout cas dëgg du yoon bu ñëpp bañee loolu dinañ ko arrêté mais bu fekkee nit ñi dañ leen di bàyyi nag ñoom ñuy def rek quoi di débale rek gars yi di kii kenn du bouger kenn du def dara ñuy débale rek benn jour sax dinañu wax émigré yi nekk France wala émigré yi nekk diaspora bi sax amatuñ droit teg seen tànk Sénégal te kenn du ci mën dara. parce que ñoom ñoo bàyyi ñuy avancé di dem rek quoi. di avancé di dem rek gis nga démb ñu ngi toog foofu de 15h ba 17h gisuñu kenn. man ak alkaati yi rek a fa nekkoon quoi alkaati yi gaare seen motaar yi auto police bi taxaw alors an sa gars yi gars yi ngi ñëw kenn par kenn de ñun de ñu ngi taxaw di xaar bi ñu gisee ñuy dem ñu ne alors vous avez annulé je dis oui on a annulé on va le refaire quoi. Bon, en tout cas, merci grand pour ton coup de colère et ton coup de gueule. Peut-être coupé la mine, mais beneen yoon bu ma koy defaat sama tur du ci nekk nag quoi bi yoon doo wax comme peut-être gars yi dañu naan jógoy organisé man organisé wu ma. Sénégal moo doon organisé. Bien sûr. Sénégal moo doon man organisé wu ma Sénégal moo doon organisé man noonu naan nañ dem envahir consulat bi ñu consul bi wax ñu ne ko lii ànduñu ci. loi bi nga bëgg a génn nii ànduñu ci c'est tout. Bon, merci beaucoup. C'était ça quoi. Merci grand pour ton message et merci pour ton engagement. Voilà. Ko waxati nga ne ko na nga mun. Jeex na. Allez grand, bon samedi. Allez, ciao. Ciao. Merci beaucoup grand Diogo. Et d'ailleurs des réactions commencent à arriver. Mais bon, voilà. Et puis big dédicace Richard, donc on va partir et donc tu nous fais une belle dédicace pour nos auditeurs, donc grand Pape Lay, ñoom tonton Badou Diallo, Biratchoun que nous encourageons. J'espère que grand yaay gagné course bi là-bas au Castellet, hein? Voilà, donc yaay suñu pilote. Voilà, et puis big dédicace aussi à Bassirou Seck, donc ñu ngi lay nuyu bu baax.
Voilà, d'ailleurs, j'avais oublié que Limay Khasgaou Diamniadio, que tu m'avais présenté le directeur du stade de Diamniadio. C'est vrai que maintenant j'y pense. Mais bon, voilà, comme je dis, ça ne change rien, mais ça aurait pu me permettre aussi de poser certains types de questions. Mais en tout cas, merci pour toutes les clarifications qui arrivent. Donc, dans le nouveau centre de Diamniadio, nous aurons donc un centre médical dédié aux joueurs. Il y aura 10 lits au minimum. Il y aura des centres médicaux pour les téléspectateurs, enfin pour les spectateurs. Un centre médical tribune VIP pour Nyom Macky Sall ak yoyu. Voilà, avec des équipements médicaux, espaces de réanimation, des défibrillateurs portables et fixes. Voilà, donc selon la réglementation FIFA. Voilà, donc vraiment, ça fait plaisir ngeen di tas podcast yi muy egsi ci les autorités yi nga xam ne ñoom ñoo koy war a jot parce que c'est les autorités qui envoient ces messages pour clarifier un tout petit peu voilà yi ñuy def yëpp. Donc même si de temps en temps je fais des provocations, voilà. Écoutez, le but, c'est qu'il y ait des réactions, voilà, et ces provocations-là aussi, des fois, créent de réactions positives parce qu'après tout, nous sommes là pour vous renseigner, nous sommes là pour vous donner des informations, nous sommes là pour que chacun puisse savoir ce qui se passe, en tout cas, dans notre pays. Richard, je te souhaite tout simplement de très bonnes vacances. Merci. Voilà, donc profite de tes vacances bien méritées. Voilà, et puis moi j'attendrai encore un tout petit peu, j'assure l'intérim. Et puis pour rendre hommage au papa de Grace Toulomba, donc Grace Toulomba, donc notre invité, je lui sers une assertion d'un proverbe, en tout cas un proverbe guinéen, et le proverbe guinéen nous dit « Ce que le vieux voit coucher, le jeune, même debout, ne peut l'apercevoir ». Donc Grace Toulomba a été bien préparée par son papa dès l'âge de 13 ans pour prendre les rênes de la famille. Et merci aussi à Nelly, sa maman, vraiment, comme dit Grace, qui a été une maman extraordinaire autour de ses enfants, d'autant plus que Grace n'était pas seule. Richard, on a oublié peut-être de le dire, mais Grace était l'aînée donc d'une fratrie de, je crois, 6 ou 7 enfants. Voilà, donc c'était le seul homme, tout le reste c'était des jeunes filles et très tôt il a eu en charge en tout cas d'épauler, je vais dire d'épauler sa maman parce qu'à un moment donné, donc de son parcours du Congo en passant par l'Angola, en passant par la Belgique, en faisant escale à la France, une escale qui a duré parce qu'il devait juste partir en Suisse, voilà, de Mulhouse. Par contre, j'ai oublié de lui poser la question de savoir, parce que ce sont les assistants sociaux qui s'occupaient de leur dossier, et les assistants sociaux depuis Mulhouse lui ont trouvé un appartement à Marseille. Richard, il n'y a pas des appartements sociaux à Mulhouse, ni à côté? Oui, c'est bizarre. Oui. Ah, c'est bizarre. Honnêtement, j'ai zappé parce que j'ai lu ça dans le livre. J'ai dit, mais comment ça se fait? Il est à Mulhouse, mais très loin de Marseille, et on lui trouve un appartement social à Marseille. Déjà qu'à Marseille, les gens, ils souffrent pour avoir des appartements sociaux. On va aller chercher ailleurs pour les appartements là. Bon, voilà. Donc, ça aussi, ce sont des considérations administratives où je ne vais pas m'avancer, mais j'ai ma petite idée. Parce que je pense que si c'était une famille Dupont, peut-être ils ne seront pas à Marseille. Eh oui. Bon, écoutez, c'est dommage, Grace est partie, mais je lui en parlerai quand je serai à son restaurant. Richard, on ira manger à son restaurant. Pas de problème, avec plaisir. Bon, en tout cas, Guy, donc je vous dis tout simplement bon samedi. Richard, bonnes vacances. Merci. Et nous, les auditeurs, on se retrouve samedi prochain.